Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission S2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui une belle feuille de match et surtout une belle compo avec une belle défense. On va commencer par notre gardien. 17 buts en 2 matchs. Comment il va, Vincent? Ah, c'est moi le gardien? Mais non, je suis pas là. T'es pas là? Moi, je suis là. C'est le supporter qui est là aujourd'hui. Je distingue l'artiste de l'auteur là. Sacré stat pour un gardien, marqué 17 buts. Je peux avoir mes stats de buteur aussi, s'il te plaît? Et un but, une passe d'ess. Merci, après, voilà. je m'incrimine aussi dedans puisque je fais partie de la défense. Voilà, mais en parlant de vrais défenseurs, on va présenter Yves de la 10. Comment il va, Yves? Et ça va, bonsoir à tous. Au milieu de terrain, c'est la feuille de match qui est présente avec le même trio que dimanche dernier avec Fred, Nathan et Auxence. Comment ça, les gars? Ça va. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, ouais. Je pense que Fred n'est pas branché, Elliot. Et du coup, il est branché. Hein, mais... Ah, c'est ton micro qui est éteint, je pense. Ah, le micro était éteint. Il faut un petit bouton rouge, ouais. Bah, Auxence s'y connaît. Et une 2. Et voilà. C'est bon, voilà. Il est très branché. Une 2 comme Van Den Buen et Shaibi. Comment il va, Elliot? Eh ben, ça va très très bien. Elliot qui est parti en licence d'espagnol. D'ici 2 ans, il nous commente Barça Real. Ah, t'es pris? Normalement, ouais, je suis pris. Eh ben, félicitations. Hein. Il faut donner de l'argent quand même. On dit El Chomaggio. Allez, au programme de cette émission, on va avoir une belle émission qui est bien chargée. Aujourd'hui, l'actu du club, le résultat des matchs des jeunes, des féminines, ça c'est Nathan qui nous fera la petite chronique. Ensuite, on va débriefer TFC Montpellier. On n'aura pas Ben parce qu'il est encore en train de pleurer du match de dimanche, mais on l'embrasse bien sûr. C'était de la lacrymo ou c'était juste lui tout seul? Les deux. On parlera bien sûr du sportif et des extra-sportifs un petit peu, mais on aura surtout un énorme débat ensuite en deuxième partie d'émission, parce qu'on aura la chance et le privilège de recevoir Christophe Cécile Garnier, qui a fait une enquête avec l'équipe sur le retour des Hulls dans les stades. On l'avait déjà reçu il y a 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, dans une conférence avec Sébastien Louis, nous présenter son livre Supporter. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il avait fait un an dans tous les stades avec tous les supporters. Donc il sera avec nous en deuxième partie d'émission. Donc on va parler un peu de tribune et de ce retour des hooligans dans les stades avec cette super enquête qu'il a fait sur Street Press. Vincent vous les mettra sur les réseaux de toute manière. Et en parlant des réseaux, vous pouvez nous suivre toujours sur le Facebook live de notre page, la feuille de match, sur Radio Occitania, l'hashtag S2M Toulouse, sur Twitter, sur la feuille de match de Instagram. Et si vous voulez aussi nous appeler pour le débrief entre Toulouse et Montpellier, je répète le numéro 05 61 80 40 40. N'ayez pas peur, on ne mord pas. Peut-être un peu Elliot, mais je suis pas sûr. Non, pas trop. Pas trop. Moi, il a mangé, c'est bon. Il a mangé des cacahuètes, c'est bon. Allez, c'est parti pour cette 173e émission. Quels objectifs vous fixez pour cette saison? On l'a dit et répété, on va essayer d'aller le plus haut possible. On va commencer du coup avec les news. Nathan, qu'est-ce qui s'est passé dans notre centre de formation et chez les féminines ce week-end? Alors du coup, on va commencer avec la N3, donc, qui a fait match nul contre Aunay-le-Château, avec un but de Traoré en tout début de match. Donc avec ce résultat, ils confortent leur 5e place. Pas de match ce week-end à raison du 5e tour de la Coupe de France, et ils recevront le stade Beauquerrois le samedi 15 octobre à 18h sur l'annexe du stadium. Les U19, ils ont gagné 5-1 à l'extérieur à Bastia, grâce à un doublé de Béliandjou et des buts de Mopila, Ntamak et Edjouma. Donc ils sont désormais premiers au classement et reçoivent Colomiers ce dimanche à 15h. Et les U17, ils ont perdu donc sur la pelouse de Balma, donc ils perdent une place au classement, ils se retrouvent 3e. Et donc ils pourront se rattraper ce dimanche avec la réception du dernier Marmande. On va enchaîner avec les féminines, donc week-end difficile, il n'y avait que l'équipe 1 donc, qui jouait, et elles ont perdu 2-1 sur le terrain d'Albi, malgré une ouverture du score en tout début de partie par l'intermédiaire de Anaëlle Lecoq. Donc avec ce résultat, elles se font dépasser par leur adversaire au classement, elles se retrouvent 8e avec 4 points. Et le prochain match du championnat, donc c'est le dimanche 16 octobre avec la réception de Nice. Pas de match comme je le disais pour la R1, mais déplacement ce week-end au Toulouse Métropole, samedi à 20h30. Et les U19, elles n'ont pas joué également, elles se déplacent à Saint-Etienne qui est premier de leur poule, dimanche à 11h. Joli programme tout ça. Mais merci pour ce petit retour, Nathan. On va pas perdre de temps et on va enchaîner avec le match du week-end et le débrief entre Toulouse et Montpellier. Je pense qu'aujourd'hui je suis prêt pour la Ligue 1. Je suis plein d'enfants. On a Garona 31 sur Facebook qui nous ajoute un petit résultat. Les U16 qui ont perdu contre les premiers, Castelnau-le-Crès 3-1. Mais merci beaucoup à lui. N'hésitez pas à aller sur son Twitter, Garona 31, où il y a toujours des très belles infos sur le centre de formation. C'est dommage que Nathan ne les lise pas. Hein.
On revient sur ce match de Toulouse et Montpellier. C'était le fameux derby de l'Occitanie pour tous les médias, mais pour nous c'était un simple match avec une compo Dupé, Silaro, Nicolas Dessler, Spearings, Van Den Boomen, De Jager, Shaibi, Aboukal, Dalinga. Donc un retour au 4-3-3. Franchement, je vais pas vous mentir, je pense que Philippe a écouté notre débat la semaine dernière. Il est passé au 4-3-3. Ah, si, c'est sûr. C'est sûr. Diarra, Adoké, Benjan sont entrés pendant ce match, donc retour au 4-3-3 pour cette journée, comme je vous le disais, avec le capitaine aussi qui faisait son retour dans le 11 de départ, parce que Bibiche était titulaire. Pour commencer, on va parler tout simplement du magnifique tifo que les Indians nous ont préparé. C'était tout simplement splendide avec ce hoc et cette croix occitane en rouge, et puis les pots de fumigène aussi. Pots de fumée rouge et jaune. C'est pas des fumigènes, mais oui, c'était vraiment magnifique, même si en dessous c'était quand même pas très respirable, hein, Fred? C'est le risque du métier. Voilà. On est quand même gâté niveau animation depuis pas mal de temps avec les. Oui, puis on va tous mourir un jour, mais mourir d'autres choses. Hein. C'est bon, un cancer, c'est la mode. Écoute, on fume des clopes, j'ai envie de te dire, c'est pareil. Tant que ce soit joli, quoi. Allez, un début de match un petit peu en dessous, puisqu'on va concéder de suite l'ouverture du score, puisque la paillade à la 7e minute sur un tir repoussé par Dupé, mais Koza a bien suivi, ça termine au fond. Ben nous l'avait dit, de toute façon, Montpellier ouvre le score assez rapidement. Mais on va laisser passer un petit peu l'orage. Au quart d'heure, on va trouver les filets par 3 fois avec Spearings sur corner qui se jette bien, qui vient égaliser. Shaibi après un joli mouvement à 3, une belle talonnade de Van Den Boomen, ça fait le 2-1. Et Aboukal sur encore une ouverture de Van Den Boomen viendra mettre le 3e. Entre temps, Max Dupé aurait été déterminant juste après le 2-1 où il gagne son duel avec Wai avec un magnifique arrêt. Au retour des vestiaires, c'est de Jagereux qui valide son but, c'est qui vient de porter le score à 4-2. Dessler va se faire exclure. 4-1, pardon, excuse-moi. Dessler va se faire exclure par un second jaune, on en reviendra un petit peu après. Et Wai marquera le second but anecdotique à la 68e, victoire 4-2 de nos violets. Ils reviennent à la 12e place avec 11 points. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Alors, juste avant qu'on enchaîne, je remarque un petit truc, c'est Kazri au duel. Kazri, c'est pas oui, au 2, ouais, je crois que c'est ça. Bon, l'un ou l'autre, de toute manière, il l'a arrêté. Voilà, le second but anecdotique de Montpellier, sur le moment, il a pas trop été anecdotique. Ouais, après coup, il est anecdotique. Voilà. Vos avis sur le match? C'était un sacré bon match. Hein. Je veux dire, on a parlé, tu parlais tout à l'heure là, du changement tactique. Je pense que c'était nécessaire quand on voit. Il y a vraiment eu un match dans le match avec le milieu de Montpellier, voilà, qui était assez présent techniquement avec Ferry, Chotard et Savanier qui sont quand même d'un standing assez élevé pour de la L1. Donc on se retrouve avec ce changement tactique. On a et voilà, un match dans le match, ça partait vraiment dans tous les sens. Beaucoup en attaque-défense au début, que ce soit du côté Montpellier ou Toulouse, il y avait une facilité à se projeter vers l'avant, à se procurer des occasions. Ça allait d'un but à l'autre, c'était vraiment hyper agréable à suivre. Et après, on a concédé l'ouverture du score, mais on a repris quand même le chemin vers l'avant, notamment grâce à Spearings que j'ai trouvé hyper influent dans le jeu, qui a été pour moi le métronome de cette équipe-là. Donc après on a posé et puis on a fait le break assez rapidement avec des super actions collectives aussi, à l'image du 3e but où il y a 17 passes avant le but. C'est quand même énorme et ça prouve quand même notre supériorité dans ce secteur-là du jeu. Donc tu rejoins totalement Christopher Julien qui dit qu'on a marqué 4 buts sur 2 semi-occasions. On a été réaliste, ils ont gagné 7-0 à Brest en ayant 6 occasions. Des fois ça tourne en notre faveur. On disait qu'il nous manquait justement de réalisme. Donc c'est des matchs à gagner. Je ne sais plus contre qui on avait perdu ou qu'on avait perdu des points. On disait justement ça va tourner en notre faveur. Là ça va tourner en notre faveur. On a eu Clermont, je crois. Oui, ça doit être Clermont. Ouais. Donc là, avec 3-4 occasions, on a été bon. Et puis c'est pas anecdotique. Les buts sont construits. C'est pas des buts de chanceux. C'est tu vois le 3e but. Je dirais entre l'action amenée côté gauche avec un Silla qui a été monstrueux. Ouais. Physiquement, avec un Van Den Boomen qui a retrouvé sa patte, avec sa talonnade hyper bien sentie, Shaibi qui monte en régime. Il y a rien qui est dû au hasard dans ce qui a été fait. Alors certes, on a marqué sur toutes nos occasions, mais voilà, il y aura des matchs comme ça. Fred, qu'est-ce que ça pense de toi? Ouais, un début très très difficile, moi j'ai trouvé. On a chié dans le premier quart d'heure. Le premier quart d'heure, alors je pense qu'on a manqué d'agressivité. On a manqué de présence. Le premier but de Montpellier, c'est ça, puisque Dupé la sort bien, mais on est 3 tentistes, donc c'est pas normal qu'un joueur soit seul dans la surface donc à ce moment du match. Et après, des Montpelliérains qui nous ont pris très très haut,
qui nous ont pressé très très haut. J'ai trouvé que les 3 dans le premier quart d'heure. Ouais. Voilà. Et il le reconnaît d'ailleurs, Montagnier, dans la conférence de presse. Et puis forcément, ça a tenu un quart d'heure, quoi. Et puis dès que ça s'est un peu relâché, on a pu s'exprimer, quoi, tout simplement. Donc après, quand tu es plus à l'aise. Quand tu es plus à l'aise, quand tu es moins pressé, quand tu as plus de temps pour faire tes passes, quand tu as plus de temps pour lever la tête, de suite ça va mieux. Et puis surtout, comme disait Nathan, on a retrouvé du réalisme. Et le réalisme en football, c'est le plus important, quoi. Et moi j'ai retrouvé par séquence de jeu le TF de l'an dernier, avec du jeu direct, avec cette emprise du milieu de terrain qui, lorsqu'il est au niveau, est capable de poser le jeu et de ne pas se faire embêter. Bon, après, je pense qu'on aurait fini à 11 contre 11, on aurait eu quand même une mainmise et on aurait géré le match jusqu'à la fin. Bon, malheureusement, il y a dû avoir quelques petits changements tactiques pour s'adapter. Mais il y a vraiment eu ce côté-là de générosité qu'on trouvait par le passé l'an dernier. Et puis un Chaibi, vraiment, tout le monde note que s'il a fait un super match, mais Chaibi... Les deux. Pour moi, c'est les deux. Non, mais Chaibi, c'est vraiment que tu le mettes à droite, que tu le mettes à gauche, que tu le mettes dans un autre système. Il s'adapte. Ouais, il fait plus que s'adapter, quoi. Il est à l'aise dans beaucoup de situations, quoi. Même son but. Il faut le mettre. Ouais, moi je trouve que c'est un joli but, de Fabre 2. Moi, sur ce match, je vous avoue que j'étais quand même assez impressionné. Parce que c'est vrai que sur le papier, Montpellier, c'est quand même une belle équipe avec de bons connaisseurs de la Ligue 1, de très bons joueurs comme Wai, par exemple. Quand Koza marque le premier but, je m'inquiète un peu. Quand même, je me dis, si on commence comme ça... On a vu le début du match en plus, oui. Voilà. Mais après, comme quoi, ils m'ont fait mentir et c'est parfait. Content pour Spearings aussi, parce que je crois que son dernier but remonte à Guingamp. En Ligue 2, je crois que c'était la reprise de volée. Donc c'est quand même bien de le mettre en lumière un peu, tout ce travailleur de l'ombre qu'il est. Vanden Boomen, ça passe encadré au Louvre, clairement. Oui, j'exagère pas. Et non, sinon je suis très content de ce match. C'est une belle réaction d'orgueil, je pense, après ce premier but. Et le rouge de Dessler aussi là par contre. On va y venir après. C'est un peu le reproche du match. En fait, on est à réaction, on ne démarre pas le match, on n'est pas là. Un peu comme on a l'habitude de le faire sur les secondes mi-temps. Ou à contrario, pour une fois, au retour du vestiaire, on s'est pas relâché, on a mis la pression de suite. Et on marque à la 48e d'ailleurs. Et après, il y a quand même toujours cette faculté à se laisser mettre en difficulté, à paniquer un peu dès qu'il y a un petit grain de sable, parce que je pense qu'il y avait moyen de faire mieux à 10 contre 11 plutôt que de paniquer et de reculer comme on l'a fait. C'est un peu le problème. Souvent, dès qu'on se sent plus serein, on se met à reculer et c'est ce qui va nous poser les problèmes, parce qu'on voit que quand on veut jouer, on a quand même l'équipe pour gêner des équipes qui sont plutôt bien rodées, parce que même défensivement... en mettre 4 à Montpellier, je suis pas certain que... après, on va quand même se dire qu'on a de la chance que Omlin ait été blessé, parce que le gardien n'a pas fait une super... un match aussi exceptionnel que ça, quoi. Donc voilà, c'est par rapport à ce que tu dis là sur le 10 contre 11, il y en a plein qui reprochent justement le changement tactique de Montagnier, de se remettre une défense à 3, de se remettre un peu sur le reculoir. Est-ce que tu penses que c'est ça aussi qui a joué ou pas ? Non, parce que normalement, la défense à 3, justement, c'est fait pour jouer plus haut qu'une défense à 4. Enfin, à moins que je comprenne plus rien au football, mais normalement, c'était fait pour jouer plus haut. Après, c'est juste que je pense qu'on a encore besoin de travailler pour prendre bien la dimension physique de la Ligue 1. Même technique, je pense. Non, c'est surtout physique, là, je pense. C'est physiquement où on pêche un peu, on plonge, et quand tu plonges, tu as tendance à reculer un peu pour avoir moins d'efforts défensifs à faire, pour être un peu plus tranquille, et le problème, c'est qu'on se met en difficulté là-dessus, quoi. Parce que le but de Wai, pour une fois, Nicolas Hyssen-Rouault, ils sont sacrément passifs, quoi. C'est vrai. Et Dupé, en plus, n'est pas loin. Moi j'aimerais qu'on s'arrête sur Dupé 30 secondes, parce que sur ce match-là, c'est pas le plus mis en avant, mais à 2-1, cette parade qui sort, elle est très importante. Il en sort une autre aussi à
Mais juste après le carton rouge, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, un centre contre. Ouais, c'est ça, exactement. Et il a été décisif. Alors oui, il en prend 2, certes. Sur le but de Wai, il est quand même dessus. Le but de Kodza, il peut rien y faire. Il sort déjà une belle parade. Le but de Kodza, il peut rien y faire. Celui de Wai, il a pas la main ferme. Voilà. Ouais, mais bon, il y a 4-2, donc voilà. Mais je trouve dans le match, un peu mou dans la main, il a été déterminant quand même. Il est quand même au niveau. Il est dans la continuité de ce qu'il fait depuis le début de saison. C'est ça. Après, c'est toujours pareil. Hein. Tant qu'il n'y a pas énormément de centres qui arrivent, il n'est pas trop mis en difficulté. Ouais. Tant qu'on joue sur ses qualités, ça va, sur son explosivité, etc. Par contre, les rares centres qu'il y a eu, c'est compliqué. Je lui serre les fesses à chaque fois. Et même en début de match, quand Montpellier pressé, il y a eu une fois là, où il a eu un dégagement plein centre. Là, où... Enfin, bon, il a quand même des faiblesses au pied. Quoi. Enfin, sous pression, il est vite mis en difficulté. Quoi. C'est parti en hauteur, en vrille, là, c'est arrivé juste aux 40 mètres. Non, enfin, c'était un peu moyen. Après, sur sa ligne, il fait le taf et il a quand même été. Ah oui, non, mais il fait un bon match. Hein. Il n'y a rien à dire. Il fait un bon match. Après, on le retrouve performant là où il est performant et perfectible là où il est perfectible. Il n'y a aucune surprise. Et après, moi, je pense aussi quand même, comme dit Yves, sur les 25 dernières minutes, donc à 10 contre 11. Tu serres les fesses. On ne doit pas concéder autant d'occasions. Quoi. Enfin, mais là, c'est typiquement une équipe cramée physiquement. Ouais. C'est difficile de garder le ballon au milieu aussi, sachant que tu n'avais personne. Tu avais Onaïou, je trouve, dans ce rôle-là qui a été plutôt bon. Qui a été plutôt intéressant, justement. Il était seul devant. Qui encore sur le réseau. Il rentre c'est la solution de facilité. Mais surtout qu'il ne peut pas faire grand chose de plus. Son rôle, c'était juste de garder des ballons au milieu. Je trouve qu'il a été intéressant même pour aller en récupérer quelques-uns. Alors justement, tant qu'on en parle d'ado, j'aimerais bien rebondir dessus parce que c'est majeur maintenant, c'est bon. Enchaîne. C'est compliqué. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Est-ce que tu veux que je te dise des par rapport à Ado, voilà, c'est ça. C'est que dès qu'il est rentré, moi j'étais assez perturbé par son attitude nonchalante. J'avais l'impression, enfin, du point de vue des tribunes, on avait l'impression de voir un manque d'envie. On le voyait pas trop courir, même on voyait tous les supporters à côté qui disaient allez, cours, galope. Enfin. Courir comme un poulet sans tête, c'est ça. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que le public l'a pris en grippe, pardon. Et j'avoue que Camille, tu peux confirmer quand même, on le défend depuis très longtemps. Donc, même moi, j'avoue que là, c'est pour l'avoir vu à côté, c'était compliqué et c'était très frustrant. Alors, je pense qu'il faudrait qu'on regarde des replays en focus sur Ado depuis son arrivée. Je pense que c'est juste son type de jeu qu'il est comme ça. Exactement ça. Je pense que tu prends un Braten ou je dois être comme ça, c'est le type, j'ai l'impression qu'il est nonchalant, mais au final, en fait, il bouge, il fait le jeu. Tu vas voir qu'il va nous faire une toupie bientôt. Là, il fait ce qu'on lui demande. Là, concrètement, il est tout seul. Je veux dire, c'est pas le meilleur dribbleur du championnat. Il peut pas percuter et dribbler 4 joueurs. Oui, mais après, est-ce que c'était une consigne de justement casser, d'arrêter de courir? Peut-être. Ça, je dis pas le contraire. Ce que je pense que tu veux dire ou tu peux entendre, c'est que quand on était à 11, on allait sur les ballons. Même Dalinga a fait beaucoup de jeux sans ballon. Il a été critiqué aussi. Je trouve que pourtant, il est très généreux, encore une fois. Mais Ado, il avait, je pense, la consigne de ne pas attaquer les centraux. Parce qu'on était plus en bloc bas avec cette défense à 3 et on devait gérer un peu ce milieu de terrain. On était à 10 avec un score favorable. Donc tu gères le ballon. Tu ne te lances pas pour perdre des ballons et te faire contrer. Donc tu prends le ballon, t'attends que ça vienne et t'attends que ça vienne chercher le ballon. Il fallait que les Montpelliérains sortent et les faire jouer. Donc là, ça ressemble typiquement à de la consigne tactique. On était déjà en difficulté dès que les Montpelliérains avaient le ballon. Donc je pense que la consigne, c'était tu prends le ballon et tu essayes de le garder le plus longtemps possible pour que le temps défile. Et d'ailleurs, on a eu 2 contres là où on aurait dû marquer. Quoi. Enfin, je dis pas sur les 2, mais au moins un. On aurait dû. Il le dit derrière Montagnier. Et notamment Ado qui n'a pas été servi. Il était seul au second poteau, il n'a pas été servi. Trop tard. Il est servi, mais la passe est trop longue, donc il va la chercher. La passe est mauvaise. La passe est mauvaise. Il a mal été servi. Des réactions, Vincent? Ouais, des réactions sur le Facebook Live par rapport au match. Pour Paul, gros match de la part des Toulousains et grosse perf. À la fin, heureusement que le réalisme pailladin n'a pas abouti. Ça, on pourra revenir sur les nombreuses occasions ratées côté Montpellier en fin de match. Pour Romain, super match. Il cite quelques joueurs, je pense qu'on y reviendra à la fin. Lui aussi, il parle du fait qu'on s'est fait peur dans les 15 dernières minutes, notamment avec les occasions manquées de Mavididi. Ouais. Et pour Bernard, par rapport au carton rouge, pour lui, il aurait plutôt fallu enlever Dalinga et rester avec le même système à 4 derrière. Ouais.
Je crois que c'est pas ce que je t'ai dit. Je sais pas si je l'ai dit à toi au match. Enfin, c'est pas à toi. Je l'ai dit à quelqu'un. Le problème, si t'enlèves Dalinga et que tu passes à 4 derrière, c'est que tu recules encore plus qu'on a reculé là, quoi. Non, parce que tu gardes un milieu de terrain. Dans l'idée, je pense que c'est plus pour garder un milieu de terrain, parce qu'on leur a fait mal au milieu de terrain à 3. Sauf que notre milieu de terrain à 3, depuis quand De Jagereux, il a 90 minutes dans les pattes, les gars. À la 60e, il court plus. À la 60e, il est rincé. Donc voilà, je vais pas être méchant avec Branco, mais Branco, c'est un peu pareil. Le seul qui galope pendant 90 minutes, c'est Spearings. Au bout d'un moment, tu es obligé de faire des remplacements. Donc la meilleure solution pour nous, c'était de changer de système. Si tu restes dans le même système et que tu remplaces poste pour poste De Jagereux par Genreau, on sait très bien que Genreau, il a encore besoin de s'aguerrir et qu'il est limité pour la Ligue 1. C'est pas une surprise, tout comme Ado est limité pour la Ligue 1. Mais enfin, ceux qui sont surpris et qui se plaignent du niveau d'Ado, faut regarder les matchs, faut regarder l'année dernière. Et quand on a fait les bilans, moi, il n'y a aucune surprise sur le niveau auquel on est à ce niveau-là. Celui qui nous surprend vraiment, c'est Shaibi au final. Shaibi, Nicolas Hyssen qui a haussé le niveau alors qu'on pensait que Rouault serait meilleur. C'est Spearings qui, t'as l'impression qu'il a le même niveau qu'en Ligue 2, mais sauf qu'en Ligue 1, donc il est passé d'un octave d'un coup, mais il est toujours. C'est lui qui règne sur. Il n'y a qu'à voir les stats, même au niveau européen, même si ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Mais des stats. Mais voilà. Est-ce que Marco van den Boomen a fait un bon match ou pas? En parlant d'Hollandais, Dalinga aussi, qu'on a crépi aussi assez souvent, enfin pas crépi dans cette émission, qu'on a critiqué dans cette émission, qu'on veut encourager et qu'on pense qu'il est encore en temps d'adaptation, beaucoup critiqué sur les réseaux aussi, comme beaucoup de joueurs. Je trouve qu'il y a encore du mieux, mais qu'il est, personnellement, je le trouve encore pas assez servi. Et que, par contre, si nos ailiers sont aussi forts, c'est pas pour rien. C'est parce que devant, on a un mec aussi qui libère beaucoup d'espace. Et ça, les gens ont beaucoup tendance à l'oublier. Comme le faisait l'année dernière. Exactement. Sauf que niveau statistique, il y a moins de buts, il y a moins de passes, il y a moins de ça. Voilà. Mais dans son jeu sans ballon, je suis désolé, il libère au taquet d'espace pour sauf que le problème, c'est que tu es un peu dans la lignée de ce que disent les gens ne regardent plus les matchs. Ils regardent les highlights et ils s'arrêtent à ça. Les stats, les highlights, alors que tu as des joueurs qui feront jamais rien, pourtant qui sont essentiels dans des équipes. Parce que la grosse occasion qu'il a, le gardien est battu, c'est un sauvetage. Voilà. C'est un miracle. Voilà. Il y a c'est une seconde mi-temps, je crois aussi, là où on peut les assommer à 5-1. Et d'ailleurs, on le voit bien parce que c'est en face. Il fait un super appel. Et je crois que c'est Genreau qui loupe. Il est un peu mal servi, oui. Ouais. Mais après, donc c'est pas. Il est présent quand même. Et comme dit Camille, moi je trouve qu'il progresse à chaque match. Tout est perfectible à tous les niveaux. Voilà. C'est pas de la grosse progression, mais on sent quand même que ça vient petit à petit. Et puis il a que 9 matchs, quoi, dans les jambes, quoi. Et puis il a 20 piges, quoi. Puis il joue en D2 aussi l'année dernière. Il joue en D2 aussi. En D2 néerlandaise. Oui, pardon. Alors moi je me souviens que j'avais pour consigne de l'observer justement pour voir les appels, les qualités d'un buteur. Donc, c'est vrai qu'on a dit ça la semaine dernière. Est-ce que tu as marqué lundi? Non. J'ai tenu parole et c'est vrai que j'ai regardé son comportement et sur ce match il m'est apparu très frustré parce que je le voyais même, je me concentrais que sur lui et en fait il pétait un câble, quoi, tout simplement. Parce qu'il n'était pas servi. Voilà, il y a une action je crois en première période après le but d'Abouklal où Abouklal récupère le ballon, dribble un peu, tire, ça passe pas loin, c'est bien joué, mais il y a Dalinga à côté qui est tout seul et qui lui fait remarquer. Après c'est vrai qu'il y a d'autres actions où il fait beaucoup d'appels, il est pas bien servi. Il y a aussi l'occasion où c'est sauvé sur la ligne, mais je pense que sur ce match ça a été extrêmement frustrant pour lui et je pense qu'il n'a pas dû bien le vivre parce qu'il n'a pas été servi, il a fait le travail nécessaire. Mais ça n'a pas payé parce qu'il manquait toujours un petit truc derrière et le service de ses camarades. Et puis c'est un vrai joueur de surface aussi à l'AIE, c'est-à-dire il lui faut des ballons, des ballons dans la surface adverse. J'ai de souvenirs qui auraient pu être jouables pour lui, j'en ai pas forcément en mémoire. Et voilà, il a beaucoup travaillé de l'ombre aussi.
de déplacement aussi, qui fatigue. Il pèse sur les défenses aussi, hein, donc il fatigue et ça libère des espaces. Donc voilà, si on s'en fie aux chiffres, effectivement, c'est un peu décevant même pour lui. Hein. On aimerait bien que ça se débloque. C'était un match typiquement pour lui, tu vois, avec des espaces. On aurait pu penser qu'il puisse débloquer son compteur, mais ça reste un joueur important aussi dans l'animation offensive. En fait, moi je pense qu'il lui manque un vrai but. Oui. Parce que les 2 buts qu'il a marqués, c'est. Le premier face à Nice, c'est un vrai but d'attaquant quand même. Même s'il a mis du machin dans le déplacement. C'est juste effleuré du tibia. C'est un but de renard quand même. Il n'y a pas de beau de moche but. Il lui faudrait une bonne frappe là. Sur ce but là qu'il n'a pas marqué, qui a été sauvé, je pense que ça lui aurait fait donc un bien fou, quoi, parce que... mais ça va venir parce que moi, ça viendra, oui. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, je suis confiant sur ce joueur en tout cas. Ouais, le constat qu'on a depuis le début de la saison, c'est que le jeu est prôné au TFC, que ça va finir par payer. Ce match-là, c'est typiquement le résultat de cette continuité de jeu qu'on envoie. Et on marque et on est décisif. Dalinga, il va être dans cette continuité-là, je pense, sur les prochains matchs aussi, où ça va finir par payer. Juste avant qu'on enchaîne un peu sur tout ce qui est extra-sportif, on va finir quand même sur le sportif. Silla, 200e match de Ligue 1. Il a bien honoré, il a bien fêté. Ouais, quel match? J'ai envie de dire un peu comme souvent. Mais t'es comme au-dessus, je trouve. Ouais, mais comme souvent. Athlétiquement, il était impressionnant du début à la fin. Il était vraiment, même dans les appels, dans les allers-retours qu'il faisait. C'est centre. C'est quelque chose qu'il fait à chaque match, mais justement, il a été encore plus mis en avant. Moi, je suis content des gens qui le critiquent, qui disent ça fait 10 ans qu'on se piffre Silla. Mais au moins, il a prouvé que c'était un joueur qui mouillait toujours le maillot et que c'est un élément essentiel aussi dans la réussite. Tu as 200 matchs en Ligue 1, c'est pas 200 matchs où tu es là par hasard. On ne te met pas 200 fois de force ou 200 fois par hasard. 200 matchs, c'est quoi? C'est presque 8 années, c'est 8, 3 fois 8 N4, les 32 matchs par saison. Tu vois, tu as des joueurs qui savent. C'est 7-8 ans de Ligue 1. On sent qu'ils montent un régime aussi, tu vois. C'est quand même agréable. Et après, le côté physique, il a toujours eu, je veux dire, ce mec, il court, quoi. Il a 3 poumons et il a jamais triché. Il a toujours tout donné. Et il a progressé. Et après, forcément, hein, plus tu joues, plus tu progresses. Après, on sait très bien que ce sera jamais un crack ou un joueur qui ira jouer la Coupe d'Europe tous les ans. Mais c'est un joueur de devoir qui est sérieux tactiquement. Et donc à partir de là. Et puis c'est un mec à côté, tu l'entends. Enfin, je veux dire, t'entends pas, quoi. Sur un terrain, il est toujours avec bon esprit. Et en dehors, t'entends pas qu'il y ait des soucis majeurs avec lui, quoi. Alors qu'il aurait pu y en avoir. Mais est-ce que pour vous, question à la con, vraiment question à la con, est-ce que pour vous, il rentre dans l'histoire du TEF, Isaga? Sur les 200 matchs de Ligue 1, il en a quand même un gros maximum chez nous. 160, je pense. Il y a quand même, je vais le rappeler, mais c'est triste à dire pour l'époque, mais il y a quand même 1 ou 2 saisons où il est élu meilleur joueur du TEF en fin de saison. Voilà, donc au bout d'un moment, il y aura toujours des mecs devant lui parce qu'on a quand même eu des Jérémy Mathieu, etc. Mais en termes de durée, je suis pas certain qu'il y en ait eu beaucoup qui aient fait ce qu'il a fait, quoi. Et puis le mec, t'entends qu'on veut le dégager, il dit rien, il est là, il fait ses matchs, il se plaint pas. Vous voulez que je parte, s'il y a quelque chose, je pars. Vous avez rien, je vais jouer et je fais le taf. Et je fais le taf et je suis professionnel jusqu'au bout des ongles. Donc rien que pour ça, on est obligé de lui tirer un coup de chapeau et de dire merci. Parce que quand Comoli veut lui remettre son cadre là, il aurait pu lui mettre sur la tête et dire il y a 6 mois, tu voulais que je m'en aille, quoi. Ouais, je voulais revenir sur une petite stat sympa. À titre de comparaison, Dominique Arribagé, qui est le plus capé du TEF, est à 335. Oui. Donc bon, il est loin, mais proche, bon. Alicia, faut tenir un peu. Ouais, c'était. Régale-nous pendant un moment. 200 matchs avec le TEF. D'ailleurs, dans 15 ans, il nous coach du coup. C'est 335. Il a quel âge aujourd'hui? 27 ou 28 ans? Non, peut-être un peu plus. 28. Allez, 94. 28, tu vois, 6 ans de plus. Il peut. Il peut avoir plus de matchs de Ligue 1. Peut-être pas parce que c'est typiquement le genre de joueur qui va finir par partir à l'étranger. Je pense qu'en Ligue 1, pour moi, il y a un profil Ligue 1. Je regarde bien depuis club en Ligue 1 qui le prendrait. Je pense qu'il les fera les 300 et pas avec nous. D'ailleurs, son premier match, c'était une victoire contre Lille, 4-2 en 4 mai 2013. Mais c'est pas celui où Bratan n'y plante là en plus. C'est pas le 3-5-2 là Mais il me semble, j'ai juste cherché la stat, j'ai pas cherché plus. Je vais pas faire semblant. Nathan, t'as 5000 faire un quiz à l'arrache.
Il va nous rester quelques minutes vite fait sur les tops et les flops. Vincent, qu'est-ce que nous disent nos chers auditeurs et auditrices? Il y a Romain qui englobe un peu tout là, qui nous fait donc le... Ah, je les ai passés. Il y avait les 3 milieux, il y avait Shaibi et l'autre qui... Je sais plus, il faut que je retrouve dans les commentaires. Bon les gars, pour vous... C'était aussi mauvais qu'hier soir. Exactement. Bon, on n'a pas parlé de l'arbitrage et de Dessler. Moi je l'ai mis dans les flops parce que pour moi l'arbitre pour avoir refusé la faute... Non, c'est un scandale. C'est à l'image de l'arbitrage Ligue 1 de cette année. Oui, mais bon, les arbitres sont pas terribles. Voilà, après, dans les tops, on l'a dit, Shaibi, t'es obligé. Van den Boomen, t'as pas le choix. Spearing, voilà. Silla, voilà. T'es obligé de tirer un coup de chapeau à Dupé quand même parce qu'il fait son match et il sauve des trucs. Voilà, après les flops, pour moi, il n'y en a pas. Quoi. Non. Sur ce match-là, ouais, mais enfin, je parle de chez nous. Après, le reste, je m'en moque. Des Montpelliérains ou de l'arbitre, c'est pas trop mon problème. Mais voilà, il n'y a personne où tu te dis, c'était pas bon sur ce match-là. De toute façon, tu gagnes pas un match comme ça si t'es mauvais. La vache n'avait pas été terrible. Elle était assez lente là, elle avançait pas. C'était un taureau, Vincent. C'était un taureau. J'ai pas vérifié. C'est pour ça. Les côtes de bœuf, ils s'en bat les couilles. Je suis vegan de toute façon. Rapidement, on va faire un petit tour avant d'appeler Christophe Silgarni, parce qu'on va avoir la chance de l'avoir pour parler de son enquête. Il s'est passé quelques incidents. On aimerait juste lors du match, on aimerait juste remettre un peu l'église au centre du village. Yves, si tu peux nous faire rapidement un petit truc en 2-3 minutes. Ouais, comme ça, ce qui s'est passé. On a pris quelques nouvelles des Montpelliérains pour savoir ce qui s'était passé et pour les aiguiller avec la diste sur les rouages de la justice toulousaine, vu qu'on connaît que trop bien des fois le zèle des policiers toulousains. Bon, sur ce coup-là, la version montpelliéraine diffère un peu beaucoup de ce qui s'est dit un peu partout. Donc le gazage, c'est absolument pas les Montpelliérains, ils se sont fait gazer par les CRS. A priori, je relate encore ce qui m'a été rapporté. La buvette a été fermée alors que du monde attendait encore pour pouvoir avoir à boire et se restaurer. Donc s'en est suivi une petite échauffourée qui s'est prolongée avec la sécurité de Montpellier, et c'est là que la police a gazé et que c'est parti en sucette. Donc voilà, après, il n'y a rien eu de plus que ça, puisque on a parlé de 14 interpellations contre les Montpelliérains, oui. Il y en a une seule, je crois, ou deux en lien avec ce moment-là. Tout le reste sont certains qui se sont fait attraper à la fouille en tentant de rentrer des fumigènes, comme ça arrive régulièrement dans les stades. Et là, d'autant plus parce que malheureusement pour eux, ils n'étaient peut-être pas au courant. Il y avait une équipe d'enquête exclusive qui réalisait une enquête exclusive autour de ce match. Il y avait le comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby qui était là pour voir comment ça se passait au stadium. Donc c'était le match un peu où tout le monde est sur les dents. Voilà, après, ils ont... comme d'habitude, quand il y a 500 personnes, tu as des individus que tu ne gères pas. Donc, ils regrettent les pétards qui ont été lancés parce que, mais on le sait aux Indians aussi, on l'avait vu sur les arrêts de bus, il y avait des pétards lancés alors que les consignes étaient claires que c'était à bannir parce que c'est dangereux. Donc voilà, donc à partir de là, ils se dédouanent absolument pas. On les a invités à venir ce soir. Ils ont préféré se faire petits dans les médias vu ce qui s'est passé, parce qu'ils reconnaissent qu'il y a des fautes de leur côté aussi, mais l'emballement qu'il y a eu est un peu disproportionné. Je préfère retenir la réaction de Fares Shaibi, qui a dit que c'était aussi ça le foot qu'on aime. Et moi personnellement, oui, c'est ça le foot qu'on aime, avec de la rivalité mais du respect. Il y a de la rivalité avec les Montpelliérains, il n'y a jamais eu de problème. La preuve, on leur a filé un coup de main pour gérer leurs ennuis en fin de match. Ils ont sorti un superbe message en occitan pour Brice, qui sont venus remettre aux Indians à la fin du match en main propre. Donc voilà, il faut pas s'emballer, raconter n'importe quoi. Pas tout mettre dans le même sac. Ouais, c'est ça. Après, des débordements, il y en a toujours, il y en a partout. On peut les dénoncer, mais il faut pas virer non plus au grand n'importe quoi dans tous les sens. Parce que j'ai vu passer qu'ils avaient agressé du monde, etc. Donc les seuls blessés, entre guillemets, qu'il y a eu, c'est suite au gazage. Les jets des supporters montpelliérains envers les tribunes toulousaines
c'est pas très intelligent, mais il n'y avait rien de contondant. Et voilà. Et puis, moi, de mon côté, j'ai vu aussi revenir les mêmes objets qui étaient jetés dans l'autre sens. Donc, au bout d'un moment, on va pas faire 2 poids 2 mesures. Hein. C'était pas très intelligent dans un sens, c'est pas très intelligent dans l'autre, mais ça fait un peu partie du folklore. Des gobelets en carton, ça n'a jamais blessé grand monde. Donc voilà, après, c'est aussi le football, c'est les rivalités, c'est ce qui fait le sel et le piquant de ces matchs-là, c'est ce qui pousse les joueurs à se surpasser, c'est ce qui pousse les supporters à se surpasser et à essayer de faire des animations toutes plus belles les unes que les autres, puisque on notera aussi la petite pique des Montpelliérains renvoyant aux supporters toulousains que pour être capitale, il fallait d'abord avoir un palmarès. Bon, pas forcément, a priori, mais voilà. Donc, mais c'était de bonne guerre. Quoi, oui, c'est de bonne guerre. Faut pas s'emballer pour rien. On n'a pas vu des gens se battre, se sauter à la gorge. Il n'y a pas eu des coups de couteau. On n'est pas en Indonésie, donc voilà. Sachons raison garder. Ça fait partie du folklore. Ça reste, tant que ça reste à ce niveau-là, que c'est du folklore, il faut savoir le garder pour ce que c'est. Ouais. Merci. Bien dit. On va enchaîner. Non, moi je trouve qu'ils ont fait vraiment le taf d'un parquage à l'extérieur, quoi. Pour moi, je sais pas pour vous, mais enfin, c'est la plus belle ambiance que j'ai vue au stadium depuis des années, parce que les 2 virages pleins comme ça, qui se répondent, les tribunes latérales qui bougent aussi, plus un parquage avec 500 personnes qui envoie et qui fait son taf, c'est quand même assez rare pour le souligner à Toulouse, et c'était ça fait plaisir. Un beau match. Ça fait plaisir. On va enchaîner du coup avec notre débat, parce qu'on va avoir l'honneur de recevoir Christophe Silgarny qui est au téléphone, qu'on va juste recevoir juste après le jingle, et on va parler de son enquête menée avec l'équipe et la cartographie des hooligans en France. Rentrée, en rouge, va tenter quand même la frappe, et derrière. Bonsoir Christophe, comment ça va ? Bonsoir, ça va, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu présent, surtout c'est vraiment un honneur de te reavoir avec nous, parce qu'on s'était rencontrés déjà il y a 4 ans à la conférence de Sébastien Louis. Absolument. Donc tu vas me dire si tu me dis si je me trompe, j'ai un peu cherché, j'ai un peu bossé. Donc tu es journaliste, tu es diplômé d'une licence d'histoire à l'Institut catholique d'études supérieures, puis un master de journalisme à l'université de Cergy-Pontoise. Jusqu'à là, je suis bon ou pas ? Jusqu'à présent, ouais, tout bon. Allez, ensuite, journaliste pigiste, tu collabores avec des médias comme Slat, Eurosport, M6, le journal du dimanche, SoFoot ou Ask Média. Et depuis 2019, tu es journaliste à Street Press. Ouais, c'est ça. Ma vie de pigiste, c'était il y a quelques années. Et maintenant, ouais, je bosse à temps plein pour Street. Mais parfait. Et écoute, tout d'abord, pour commencer, donc on va parler de cette enquête qui est sortie jeudi dans les médias, donc sur le site de Street Press que Vincent va mettre en commentaire sur le Facebook Live, et ainsi que sur l'équipe. Vous avez travaillé sur tout ce qui était hooliganisme en France. On va utiliser plein de termes ce soir, mais avant pour que tout le monde s'y retrouve un peu, j'aimerais que tu expliques, que tu nous dises pour toi, qu'est-ce qu'un ultra et un hooligan ? Quelle est la différence ? Déjà pour commencer. Alors, bon, je pense que les gens sont quand même habitués, ceux qui écoutent votre émission sont habitués un peu à ce qu'on parle d'ultra. Donc l'ultra, c'est le supporter le plus actif dans les tribunes. Son premier, c'est vraiment suivre l'équipe en déplacement, la soutenir de la meilleure des façons, et donc à domicile ou à l'extérieur, ça se passe par des chants ou des animations. Les fameux typos, en général, c'est ce que ne fait pas le hooligan. Il n'y a pas une volonté forcément de participer à l'ambiance, il y a plus une volonté d'être dans la castagne, la baston, là où les groupes ultra peuvent parfois faire preuve de violence. C'est pas un objectif principal, là où ça l'est quand même, on peut le dire, chez le hooligan. Et il y a aussi, de plus en plus, moi je trouve qu'il y a des groupes ultra, des groupes hooligans, qui se revendiquent d'un certain bord politique, ce que ne font pas aujourd'hui les groupes ultra. Pour la très très grande majorité, les groupes ultra aujourd'hui se revendiquent apolitiques, et on va en parler, mais ce qui est de moins en moins le cas avec les hooligans qui remettent de la politique dans les stades. Tout le monde est d'accord avec la définition, les gars, autour de la table ? C'est bon ou pas ? Ouais. Allez, bon, je pense qu'on peut pas faire mieux. Non, écoute, voilà, c'est parfait. On va enchaîner, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous présenter cette enquête et comment est venue l'initiative de faire cette enquête ?
Ouais, absolument. En fait, donc cette enquête, c'est une enquête de plusieurs semaines, voire même quelques mois, bon pas forcément à temps plein, mais entre donc un journaliste de l'équipe, Simon Boll, que je salue, et moi-même. Et en fait, le point de départ de cette enquête-là, ça part en fait de la venue des Mésosrins, les hooligans rémois, en mai dernier à Lorient, dans le parcage lorientais, où ils ont notamment affiché pendant presque tout le temps une croix celtique, qui est un symbole de l'extrême droite nationaliste, notamment utilisé par le GUD, cet ancien syndicat étudiant, donc, qui s'appelle le Groupement Union Défense. Et donc c'était là, à ce moment-là, en mai, ça a fait un peu l'actu, parce que c'était une des premières fois depuis plus de 15 ans qu'il y avait à nouveau un symbole d'extrême droite d'extrême droite dans les stades. Donc voilà, donc juste après ça, Simon m'a contacté parce que moi, ça fait quand même quelques années que je suis un peu la partie très politisée des hooligans. J'avais déjà fait une enquête sur le sujet en 2020 sur un peu tous ces groupes qui se revendiquaient en tout cas du hooliganisme, qui reprenaient les codes sans qu'ils aillent forcément tous au stade. Je parlais beaucoup des Zouaves Paris dans cette enquête, qui est un groupe un groupe parisien qui a été dissous cette année par le gouvernement après plusieurs actes de violence. Et donc voilà, donc en fait on s'est dit pourquoi pas cartographier en fait ce retour éventuellement des hooligans, parce qu'il me semblait vraiment qu'il y avait un retour après un temps un peu plus bas, on va dire, dans le hooliganisme. On peut un peu le mettre en 2010, ce temps plus bas avec le plan Le Proux à Paris. À Paris, oui. Il y a eu la mort donc d'un supporter parisien, Yann Laurence, et donc ça a donné cette action des clubs parisiens qui a eu pour effet de mettre tout le monde hors du stade, à la fois les indep, à la fois les ultras. Enfin, vraiment, ça n'a pas fait de distinction, et c'était une mesure super radicale qui aujourd'hui évidemment est énormément décriée, même si elle est applaudie par certains pour qui c'est la seule solution, c'est de tirer tout le monde, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais donc voilà, il y avait eu un peu ce temps mort, parce que Paris était quand même un gros poumon du hooliganisme en termes de grandeur de groupe. Paris était quand même assez... le COP Boulogne était quand même assez respecté au niveau du hooliganisme parmi le reste de l'Europe. Et puis du coup, il y a eu un peu ce temps bas, et puis il y a eu un retour progressif à partir l'Euro 2016, mais pas pour le hooliganisme français pour le coup, mais international, qui revient avec l'Euro 2016. C'est revenu au goût du jour dans les médias en fait, surtout en 2016. Dans les médias, on redécouvre c'est ça. encore un hooliganisme avec le hooliganisme, les Russes défoncent les Anglais à Marseille, il n'y a pas vraiment d'autres mots. Et donc en fait, au fur et à mesure, on a pu voir des groupes arriver de plus en plus, qui étaient déjà là au final, parce qu'il y a des groupes qui existent pour la plupart, certains existent depuis plus de 15 ans. Oui, il y en a qui sont présents bien avant tout ça, oui. Sur la carte que vous avez faite d'ailleurs, vous le référencez très bien, il y en a qui sont même de 2008, 2011, 2012. 2005 même pour les Brisac à Nancy, mais il y a un peu des temps morts, et puis là j'ai vraiment l'impression, on a eu vraiment l'impression que depuis quelques années, il y a des groupes en fait qui se montent de plus en plus par l'action des réseaux sociaux. Je pense qu'on en reparlera, mais voilà, il y a d'autres facteurs, mais c'était une enquête qui était assez intéressante à mener, parce que c'est à la fois un sujet qui est dans l'idée de certains clubs, et puis dans d'autres qui sont complètement à côté de la plaque, quoi. T'as eu du mal est-ce que vous avez eu des difficultés à nouer des contacts pour réaliser cette enquête, ou par ton passif, on va dire, aussi de journaliste par rapport au livre que tu avais fait dans les tribunes, etc., tu avais peut-être fait des contacts qui t'ont permis d'avoir une accessibilité plus simple, ou c'était quand même plus compliqué? Disons que au niveau des hooligans, vraiment, c'est vrai que j'en ai pas eu, j'en ai contacté. Il y en a pas beaucoup qui ont répondu. Ouais. Mais la plupart, tous négatifs. À chaque fois, il n'y a pas de hooligan qui a dit oui pour une interview, ce qui est... Voilà. Toujours mieux quand on connaît un peu aussi les activités des personnes dont on parle, mais je ne vais pas parler, j'en tiens par rigueur. C'est vrai qu'il y a aussi un positionnement, moi, de mon média qui est positionné plutôt à gauche, et qui, du coup, pour certains, ça peut être rédhibitoire, surtout que j'avais déjà fait une enquête où certains, je disais, les symboles qui pouvaient arborer relevaient, selon moi, mais aussi la plupart des chercheurs de l'idéologie néo-nazie pour certains. Donc et donc c'est vrai que ça a pu les brusquer. Donc ça, les hooligans, j'en ai pas eu. Après, c'est vrai que il y a
d'autres points de contact pour parler de ça. Il y a d'autres personnes, il y a les supporters qui peuvent les voir dans les stades, alors que ce soit les ultras ou des supporters un peu moins actifs que les ultras, mais qui ont quand même une bonne connaissance de leur club. Il y a les clubs eux-mêmes. Il n'y en a pas beaucoup qui ont répondu. Je crois que sur une 50aine de clubs qu'on a contactés, il y en a 10 qui ont dû répondre. Est-ce que le TEF a répondu? Est-ce que tu les as contactés déjà? Est-ce que le TEF a répondu? On a contacté le TFC. Ils n'ont pas répondu. Non, ils n'ont pas voulu répondre. Dommage. De être en vacances. Et pourtant, ça aurait pu être intéressant complètement, parce qu'en plus, il y a des personnes chez le TEF qui ont été, il y a le stadium manager, je crois, qui maintenant a été stadium manager de Rennes pendant des années. Donc à Rennes, il y a un groupe aussi qui se fait de plus en plus voir, donc ça aurait pu être intéressant d'en parler. Mais voilà, ils n'ont pas voulu. Ça arrive, c'est pas les seuls malheureusement. Mais puis après, on a essayé, on a eu énormément de mal à avoir la management. On les a eu vraiment sur le gong. Je crois que c'est le mardi, juste avant la sortie, le jeudi, qu'on les a eu. Mais ça a été très compliqué, alors que théoriquement, dans leur nom, Division nationale de lutte contre le hooliganisme, c'est quand même théoriquement les plus connaisseurs, mais ils ont fini par répondre. Ça. Mais c'est tellement plus facile pour eux de lutter contre les ultras que contre les hooligans, parce que tu disais tout à l'heure, et moi ça m'a toujours fait rire, et je pense que ça va faire rire les gens, mais prendre une décision de dissolution des OAV Paris quand c'est une entité qui n'a aucune existence, qui n'est juste qu'une association de fait par des gens qui se regroupent, la dissolution des OAV Paris, les OAV Paris se voient toujours et ils sont dissous de rien du tout, puisqu'il n'y avait rien à dissoudre en fait. Donc, et c'est un peu le propre de tous les groupes de hooligans, quand on dit qu'on va dissoudre les groupes de hooligans, dissoudre des groupes ultras qui ont une association loi 1901, une existence avec pignon sur rue, oui c'est possible. Des gens qui n'ont rien, à part des interdictions judiciaires d'entrer en contact entre eux ou d'être présents à des endroits, les décisions administratives, ça semble un peu du mercurochrome sur une jambe de bois, non? Oui, complètement. Surtout que, comme tu le dis, les OAV Paris, de toute façon, ils ont déjà un autre groupe qui est Jeunesse Boulogne, qui a un peu leur marque pour les combats, les fights, qu'ils organisent chaque mois. Donc oui, non, c'est clair que ça sert absolument à rien, et c'est en effet beaucoup plus facile de pouvoir taper sur les ultras, parce que, comme tu dis, il y a la plupart du temps une association loi 1901, donc il y a des leaders qu'on peut embêter, il y a une présence au stade qui est identifiée et qu'on peut quadriller, cadenasser, si besoin est, alors que les hooligans, plus petits comme groupe, c'est beaucoup plus mouvant, ils peuvent faire à peu près n'importe quoi s'ils décident d'aller dans la ville où les supporters, le reste des supporters n'a pas le droit d'aller 2 jours avant pour se taper avec un autre groupe de hooligans ou faire autre chose, ils peuvent, pour l'instant, c'est clair que les mesures sont pas du tout adaptées pour eux. Ils échappent même aux arrêtés préfectoraux, puisque les arrêtés s'adressent souvent aux gens se prévalant de la qualité de supporters de tel club ou tel club. Et ils n'abordent aucune écharpe, rien, ils ne s'en prévalent pas. Donc ce sont des mesures qui sont un peu iniques des fois, parce que ça empêche les ultras de pouvoir se rendre à un endroit. Mais par contre, les hooligans se déplaçant en indépendant, ils sont absolument pas concernés par ces arrêtés. Et ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, en fait. Donc on est un peu contre-productif, non? Moi, en fait, c'est pour ça. Si les hooligans, je veux dire, se faisaient que taper entre eux dans des forêts, ça embêterait personne et je pourrais comprendre. Mais en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est les hooligans, déjà, ils peuvent attaquer des groupes ultras et qu'en fait, ça nourrit, pour moi, de plus en plus, ça nourrit aussi les vieilles préfectures contre les supporters qui ne vont pas s'embêter pour faire la distinction. Je veux dire, si un jour, il y a une maison de Reims qui attaque les Indians Tolosa, l'interdiction de déplacement pour les Rémois, pour les Toulousains l'année suivante, ce sera les ultras toulousains contre les supporters toulousains contre les supporters rémois, alors que c'est quand même une chose bien différente, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose, pour l'instant, une distinction qui est bien faite, et c'est quelque chose que les hooligans peuvent s'enfuir. Mais d'après ton enquête, là, parce que à ce qu'on voit, c'est vraiment des poignées à chaque fois. Ça représente quoi en France, le phénomène hooligan? On sait qu'il y a des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, où c'est extrêmement développé, où ce sont des groupes très structurés. Les pays de l'Est je ne parle pas des pays de l'Est, où là c'est quasiment
paramilitaire, mais en plus lié souvent avec du trafic d'armes et du trafic de drogue. Enfin, c'est connu, mais en France, ça ressemble à un épiphénomène qui, si ça concerne 500 personnes, j'ai l'impression qu'on est au fin fond du bout du monde, quoi. Et pourtant, on se concentre là-dessus comme si c'était le prochain fléau nucléaire, quoi. C'est un peu ça en termes de nombre, hein. C'est clairement quelques centaines de personnes. Moi, on en a dénombré 19 en activité pour à peu près 16 clubs différents, donc qui vont de la première, de la Ligue 1 au National 3. Mais c'est vrai que bon, là dit comme ça, on dirait pas que ça représente beaucoup de gens. Et puis du coup, c'est vrai que on pourrait penser que leurs activités elles sont moindres. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est si jamais ils commencent à attaquer des supporters lambda, comme c'est arrivé avec les Sochaliens dans le parcage à Valenciennes en mai dernier, ou les proches d'un joueur alsacien, Jean-Ragnar Bellegarde, qui ont été attaqués par des Strasbourg Thunder, pareil en fin de saison dernière, à la fin du match entre Strasbourg et le PSG. Enfin voilà, même si c'est un petit nombre, il y a quand même un pouvoir de nuisance qui aujourd'hui, dans un pays où on a quand même encore énormément de mal à faire la différence dans le public entre ultra et hooligan, c'est encore extrêmement marqué. Dès qu'on voit des violences dans un stade, bam, on pense direct que c'est des hooligans et que la meilleure solution, c'est d'interdire, quoi. Donc s'il y a un groupe qui, pour moi, est de plus en plus, recommence à prendre de la confiance, à revenir aux alentours des stades, ça peut être, je pense, très vite catastrophique. Et les violences qu'il y a pu avoir l'année dernière, on voit que il y a des personnes comme Alain Bauer qui sont prêtes à en profiter pour mettre en place des mesures complètement iniques dans les stades. Et ça, je pense que les hooligans, le retour, selon moi, des hooligans pourrait être un moyen d'accélérer ces mesures que je trouve inutiles. Et est-ce que tu penses pas aussi que c'est dû aux réseaux sociaux qu'on ait cette impression de revoir tous ces actions, parce qu'on peut voir tourner plus de vidéos qu'avant, alors qu'il y a 10 ans tout ça n'existait pas. Enfin, ça n'existait pas, ça existait, mais on le montrait pas sur Internet. Et là, il y en a plus qui se libèrent, qui se montrent et qui sont fiers en plus de se montrer sur certains réseaux sociaux par leur groupe, par leur salut que tu peux dénoncer aussi dans l'enquête de néo-nazis, etc. Que ça, on n'avait peut-être pas avant parce qu'il n'y avait pas toutes ces images. Il y a clairement un côté, de résurgence qui est lié en fait à une visibilité juste accrue, c'est sûr. Avant ces fights-là, ça se faisait, mais si tu veux, il n'y avait pas de canal pour en parler. Maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément de canaux qui sont des fois bien suivis des journalistes, donc il peut y avoir un œil grossissant dessus, hein, je le nie pas, clairement, moi j'ai un peu cet œil grossissant, mais après je sais faire la part des choses, et il y a un côté par contre que les réseaux sociaux amènent, qui est l'envie de faire comme chez le voisin. Par exemple, tu vas avoir des mecs qui se retrouvent pas forcément dans le positionnement du groupe ultra, qui est, comme on l'a dit, plus dans l'animation, moins dans la violence, moins que ce qu'ils ont pu parfois fantasmer, parce que il y a des personnes qui imaginent un milieu ultra qui peut être super porté sur la violence et tout ça, alors que je veux dire, la plupart du temps, des fights pour un groupe d'ultra dans une saison, ça dépasse pas non plus, c'est pas à 2 chiffres, quoi. En général, il y en a quand même pas tant que ça, en tout cas pour la plupart des groupes. Et du coup, certains peuvent se dire, nous, on a vu que dans la ville d'à côté, il y avait un groupe de fight, donc pourquoi pas le créer nous-mêmes. Et puis voilà, c'est là où les réseaux sociaux en fait font aussi effet d'accélérateur, en effet, de tout ça. Mais est-ce que sociologiquement aussi, il n'y a pas une évolution de ces groupes-là? Parce qu'on parle quand même d'indépendants qui se revendiquaient d'une mouvance casuale où l'idée c'était d'être le plus discret possible pour pouvoir, entre guillemets, je mets des larges guillemets, s'amuser tranquillement entre confrères de la congrégation hooligan en se battant mutuellement et en s'offrant le shot d'adrénaline autour des stades, alors que aujourd'hui on voit que cette mode casual a créé une énorme culture autour, que plein de gens portent ces marques-là pour essayer de se donner un genre alors qu'ils n'ont jamais vu pour beaucoup l'ombre d'une première bagarre. Et par contre, à contrario, on a une espèce de culture de l'ego chez le hooligan qui va se battre en forêt et exposer ses méfaits entre guillemets, parce que bien souvent c'est quand même assez ridicule quand on regarde leur fight, et qui vont s'exposer partout sur les réseaux,
avec l'avènement de quelques médias, effectivement, comme tu disais, d'extrême droite, comme West Casual, etc., qui mettent largement tout ce côté-là en exergue et qui vont essayer de les draguer vers des mouvances politiques. On a vu beaucoup de mouvements avec les Strasbourg Offenders, les OAV Paris autour des Gilets jaunes, autour des manifs anti-vax, etc., où on les a vus courageusement attaquer les papis cinquantenaires de la LPA en se revendiquant comme les grands pourfendeurs du communisme. On en arrive à un ridicule où est-ce que justement les remettre dans l'ombre ne ferait pas retomber les choses un peu comme un soufflet? C'est une bonne question que tu poses. C'est clair qu'on peut se demander en faisant ce genre d'enquête, si jamais ça les gargarise pas. Moi, vu les messages que j'ai reçus, j'ai tendance à penser l'inverse, ça a plus faire de les embêter. Les messages d'insultes ou quoi que j'ai pu recevoir après la publication de l'enquête et puis celle d'avant aussi. Après, il faut aussi avoir raison de garder, peut-être pas faire sur chaque événement. Mais malgré tout, comme tu dis, quand il y a des mecs qui décident d'attaquer des papis quarantenaires du NPA, ça reste des agressions en fait. Et du coup, moi en tant que journaliste, mon rôle c'est aussi de dire, il y a des mecs comme ça qui prennent de plus en plus la confiance et qui sont de plus en plus agressifs. Et comme tu dis, il y a aussi des groupes, en effet, qui sont pas du tout aux abords qui n'ont pas du tout de lien avec le stade, mais qui sont des groupes politiques qui se revendiquent de cette mouvance. Je pense à Besançon, il y a des mecs, les Vandal Bessac, alors ils n'ont jamais réussi à mettre un pied au stade, mais ils essayent. Ils sont pointés au stade récemment, je crois que dans les 2 dernières semaines. Il y a des mecs à Dijon, les Infréquentables, pareil, les Zoulounis, que des petits groupes comme ça, les Bordeaux nationalistes aussi, qui ont pu un peu faire l'actualité, parce qu'il y avait une vidéo d'eux qui attaquaient des personnes dans la rue. Enfin, malgré tout, même si on les remet un peu dans l'ombre, ça reste des gens qui sont violents et qui vont continuer à faire des agressions. Donc après, la question c'est surtout est-ce que la justice et les services de police veulent se préoccuper de ce sujet-là et les suivre un peu et pourquoi pas empêcher qu'ils fassent des agressions contre des personnes qui ont rien demandé. Parce que tant qu'ils se battent entre eux, pour l'instant, oui, ça pose pas de problème, mais s'ils commencent à attaquer des personnes de couleur dans la rue ou des gens de milieux politiques qui manifestent juste par exemple pour leurs droits, comme dans le cas des Gilets jaunes, ça commence à devenir un problème, quoi. Oui, bonsoir Christophe. Tout à l'heure, on parlait du mouvement à l'étranger. Est-ce que tu as pu y travailler dessus? Est-ce que tu le connais un petit peu, le mouvement hooligan à l'étranger? Et comment le problème, du coup, il est géré par les instances politiques et les instances sportives? Ouais, je le connais beaucoup moins pour le coup, parce que moi, le média pour lequel je travaille, Presse, se concentre vraiment sur l'actualité française. Après, c'est vrai que il y a, comme ce que vous avez pu dire avant, au niveau de l'Allemagne, de plus en plus un mouvement hooligan qui est vraiment beaucoup plus développé. En Angleterre, pour le coup, il a quand même été bien mis en branle depuis 30 ans. Enfin, quand même beaucoup moins de hooligans maintenant aux abords des stades. Enfin, ils sont beaucoup moins présents parce qu'il y a eu une hausse des prix qui a amené un public différent finalement et qui a vraiment drainé en dehors de tout ça. En Allemagne, c'est pas le cas. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus développés. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des groupes de hooligans qui se développent de plus en plus dans tout ce qui est Europe de l'Est, Europe centrale, Europe du Nord aussi, énormément en Suède. Après, ce qui est fait par les pays là-bas contre, pour le coup, je pourrais pas te dire. Je pense que en Allemagne, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même énormément d'activités, de liens entre les pouvoirs publics et les ultras pour essayer de collaborer ensemble pour un peu ostraciser les hooligans et pas faire en sorte que il y a un mix qui serait beaucoup plus compliqué à gérer. Sur les autres pays de l'Est, je sais pas, ça a toujours été en effet des relations un peu différentes. Enfin, moi je me souviens des histoires que je disais sur les hooligans serbes qui étaient aussi un peu des milices du pouvoir avec Arcal. Enfin, ça date un peu maintenant, ça date il y a plus de 25 ans, mais c'est quand même des histoires un peu impressionnantes pour le jeune supporter que j'étais à l'époque, quoi. Ouais, Christophe, j'aurais aussi une question. Est-ce que certaines idées politiques, on va le nommer, les idées d'extrême droite qui sont maintenant très décomplexées en France, je veux dire, où c'est qu'on ne se cache plus de cette opinion-là. Est-ce que
plus particulièrement aussi dans certains pays d'Europe, la grosse montée aussi donc, de l'extrême droite, puisqu'ils arrivent au pouvoir, quoi, je veux dire en Suède, en Italie, en Hongrie. Est-ce que cela favorise-t-il justement cette sorte de renaissance ? Alors c'est une bonne question. Je pense qu'il faudra peut-être plusieurs années, plus d'une enquête pour pouvoir l'affirmer avec certitude. Moi j'ai l'impression, parce que par exemple, le drapeau de Croix Celtique des Mésos dans le parcage lorientais, il n'est pas fait à n'importe quel moment. Il est fait juste après l'élection présidentielle où l'extrême droite arrive à un niveau qui n'a jamais été aussi haut. Enfin voilà, Le Pen qui fait 47%. Et juste avant des élections législatives où on n'a jamais eu autant de députés d'extrême droite aussi. Quoi. Donc il y a vraiment, en France, je trouve, un contexte en tout cas qui a amené ces hooligans-là à se montrer, où ils n'hésitent pas à montrer leurs préférences politiques sur leur profil de réseaux sociaux d'ailleurs. Après, ouais, sur le hooligan, enfin voilà, sur les pays, j'aurais tendance à dire que ça dépend de chaque pays. En Suède, c'est vrai qu'il y a une montée et j'ai l'impression qu'il y a un positionnement politique qui est parfois assez orienté aussi. En Italie, j'ai pas l'impression que, malgré la montée générale collective de l'extrême droite avec l'arrivée de Meloni, j'ai pas l'impression que le mouvement hooligan soit si fort que ça, parce qu'il y a encore un mouvement ultra qui est quand même très important. Mais après, voilà, le mouvement italien, c'est quand même le mouvement historique en Europe en termes d'ultra, donc peut-être que pour l'instant, c'est ce qui permet de un peu éviter la montée du hooliganisme politisé dans ce pays-là, quoi. Bonsoir Christophe. Moi aussi j'avais une petite question suite aux incidents qui se sont déroulés entre le TEF et Montpellier, avec toutes les interdictions de stade qui ont été prononcées. La fin des violences passe-t-elle forcément par la fin des déplacements à l'extérieur, c'est-à-dire une fin des parcages ? Alors, je m'excuse et je vais intervenir. Les interdictions de stade qui ont été prononcées, c'est uniquement pour des tentatives d'introduction de fumigène, absolument pas pour des violences. D'accord. Donc on est bien loin du hooliganisme. Oui, du coup, pour moi, la solution, c'est pas du tout d'arrêter les déplacements, parce qu'en fait, comme on a pu le voir, les hooligans, eux, ils s'en fichent vraiment des interdictions de déplacement. Ils peuvent y arriver vraiment sans marque du club, plusieurs jours à l'avance quand l'interdiction n'est pas encore prononcée. Donc, théoriquement, légalement, ils ne contreviennent pas aux lois à ce que a mis en place la préfecture. Je pense vraiment qu'il faut réussir, que les pouvoirs publics doivent réussir à faire la différence entre ultra et hooligans et voir que le football a besoin des ultras et qu'il n'a pas forcément besoin des hooligans, quoi. Et en fait, plus on fait cette différence, et plus je pense que les hooligans resteront cloîtrés un peu dans leur mouvement et ils ne grossiront pas, quoi. Et pour moi, c'est un mouvement ultra fort permet, selon moi, un mouvement hooligan faible. De manière générale, c'est un peu ce que je vois dans tous les stades. Il n'y a que Strasbourg qui fait une exception, là où tu as un groupe ultra qui est quand même très fort et un groupe hooligan qui est aussi assez fort. Mais par exemple, tu as une scène ultra qui est quand même un peu plus basse, et c'est là où tu vois que le groupe hooligan réussit à prendre un peu le pouvoir. Et donc voilà, pour moi, les déplacements restent quand même super importants dans le football français pour les ultras. Et c'est pas du tout ça c'est pas une interdiction de déplacement qui peut réussir. Au contraire, justement, pour moi, ça peut peut-être plus amener les deux entités à se mélanger encore plus en protestation contre les interdictions. Donc, je suis pas sûr que ce soit vraiment la solution. Et puis, comme tu l'as dit, les interdictions qui sont là, c'est pour les fumigènes qui sont quand même un des gros sujets d'interdiction aujourd'hui en France. L'IAS, l'IDS, c'est pour les fumigènes, c'est pas pour les violences. Pour finir, parce qu'on est en fin d'émission, juste une dernière petite question, vraiment en 2-3 minutes. La cartographie que vous avez réalisée, parce que c'était avec l'équipe, on voit quand même que c'est fortement marqué par une présence, on va dire, dans l'hémisphère nord français, et un peu moins présente dans le sud. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Sébastien Louis, qui intervient dans votre enquête, dit que c'est par rapport à une culture plus latine du mouvement ultra, que aussi parce que vous n'avez pas tout recensé par rapport à tous les clubs, parce que c'est juste, on va dire, une image que vous avez essayé de faire, vous n'avez pas recensé tout le monde, mais il y a un lien vraiment par rapport au fait que ce soit plus dans le nord que dans le sud, ou comment tu arrives à l'expliquer, quel était ton constat ou ce que tu as pu en déduire?
c'est vrai que historiquement, une fois que qu'on a eu Sébastien Louis et que lui nous a expliqué que voilà, il y a toujours eu un peu une différence en France entre le sud très porté par la culture ultra italienne et le nord porté par la culture anglaise et qui du coup avait sa part de hooliganisme. C'est une conséquence du coup directe, tu penses? Conséquence directe, moi j'aurais tendance, en fait, une fois qu'il m'a dit ça, c'est vrai que la division de notre carte qu'on n'avait pas faite encore, mais vraiment je l'ai faite dans ma tête et ça a sauté aux yeux, quoi. C'était super intéressant à se dire. Après, c'est vrai qu'on a eu des doutes sur certains clubs dans le sud, notamment Montpellier ou Nice. Et en fait, c'est vrai que ces doutes-là, on n'a pas réussi. En fait, pour qu'il y ait des doutes, il fallait vraiment qu'on ait un groupe hooligan bien identifié, avec un nom, avec des actions. Et on n'a pas réussi à vraiment totalement mettre la main dessus, quoi. Donc là, c'est un peu là où l'enquête, on a été un peu pris par le temps à la fin, et où il y avait plus de marques dans les groupes, plus au nord, du coup, qui se revendiquaient plus peut-être aussi. Ouais, exactement, voilà, ils s'en revendiquaient plus, il y avait une identité bien affirmée. Mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression que il y a un côté historique quand même qui joue dans cette histoire. Et c'est vrai que par exemple, même s'il semble se développer une petite scène à Marseille, pour l'instant elle n'est pas encore suffisamment développée par rapport au groupe ultra. Mais Marseille, par exemple, pendant très longtemps on a pensé que le hooliganisme n'arriverait jamais à Marseille parce que c'est historiquement très ancré sur la culture ultra, parfois qui peut être très dans la violence protestataire, les événements de la commanderie de 2 ans maintenant. L'année dernière, bien prouvé, mais 2 ans, voilà. 2 ans, ouais. 3, je crois. Il y a un côté historique qui était super intéressant, en tout cas quand on discute avec Sébastien Louis, c'est toujours le cas. Oui. Yves, pour le mot de la fin. Écoute, moi je tenais à te remercier, Christophe, pour ta présence ce soir et pour tout le boulot que tu as fait à notre côté avec Street Press pour couvrir tous les procès malheureusement qu'il y a eu à une époque à Toulouse et tous les soucis qu'il y a eu. Donc un grand merci encore pour ta présence ce soir, c'est toujours super intéressant de partager avec toi. Merci de même. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Un grand merci, j'en remets une couche. Tu as aussi écrit pour le dernier After Foot, pour la revue de l'After Foot, si je dis pas de bêtises, il y a cette enquête donc sur Street Press qui est sortie aussi en corrélation avec l'équipe. Quand je t'ai contacté, nous on pensait que c'était un livre, mais du coup, à quand le prochain livre, Christophe? Alors, je vais laisser un peu de temps encore là, je fais par étapes. Faire des déplacements avec tous les groupes ultras, ça fatigue. Ça fatigue. Il faut du temps pour s'en remettre. En tout cas, quand tu passes dans la région, n'hésite pas à venir. Avec joie. Et un grand merci à toi, merci pour tout. On va repartager tout ça. On te retrouvera bien sûr sur streetpress.com et dans d'autres revues, je pense. Et pour tous ceux qui veulent redécouvrir ou découvrir le mouvement ultra français, je vous invite à lire le livre justement dont on parlait, écrit par Christophe Cécile Garnier et son confrère Frédéric Carbonqui. C'est supporter 1 an dans les stades de football français, si je ne me trompe pas. Dans les stades français. Voilà. Et qui est très intéressant pour tous les gens qui veulent découvrir ce mouvement, qui ne le connaissent pas forcément, avec plein de reportages très intéressants. Idée cadeau pour Fred. À Noël. Et puis aussi soutenir Street Press, puisque quand on lit l'enquête, comme l'a dit Christophe, c'est que des faits vérifiés et revérifiés et pas des choses pas du journalisme en l'air. Voilà. Pas du journalisme à la base. Donc du vrai journalisme. Donc si vous allez sur le site, vous verrez, il y a une petite bannière en bas et vous pouvez les soutenir suivant vos moyens, quoi. Donc c'est un souci. Merci Christophe, à bientôt. Merci à vous. Ciao, bonne soirée. Salut. Nous, on a pris un petit peu de retard. On n'a pas fait de preview pour Lyon. Désolé, on a fait par rapport à l'actu. 0-3, triplé de Van Boeven. On se retrouvera bien sûr très rapidement mardi prochain. N'hésitez pas à écouter l'émission. Merci Fred, merci Oxens, merci Yves, merci Nathan, merci Elliot à la technique et merci à Christophe et merci à toutes celles qui nous ont écoutés ce soir. On se retrouve mardi prochain sur 88.3, 20h sur Radio Occitanie. On débriefera ce Lyon TFC et peut-être un bon résultat de nos violets là-bas. Ciao. Ciao. Salut.